dans le monde agricole, il y a toujours eu des crises. Est-ce que celle-ci, celle que nous avons connue cet été, est-elle plus forte, plus profonde? Est-ce qu'elle remet en cause la vision de l'agriculture? Est-ce qu'elle remet en cause l'agriculture version pisanienne des années 60? Est-ce qu'elle remet en cause les organisations professionnelles agricoles? Mais justement, on va pouvoir en parler avec mes invités. J'accueille tout d'abord Thomas Dimmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des jeunes agriculteurs. Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Barrault. Vous êtes secrétaire général de la FNSEA. C'est bien ça. Voilà. À ma droite, à ma gauche, Thierry Roquefeuille. Vous êtes président de la FNPL, Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour. Bonjour. Et Guy Vasseur, vous êtes président des chambres d'agriculture. Bonjour. Alors, ce qui est intéressant à comprendre tous ensemble, c'est qu'aujourd'hui, il s'est passé quand même quelque chose d'étonnant. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est cet été. Et j'ai envie de partir d'un cas très précis. Thierry Roquefeuille, au mois de juillet, vous avez claqué la porte de l'interprofession laitière. Vous êtes président de la FNPL. Et puis au mois de juillet, vous avez claqué la porte de l'interprofession qui regroupe les producteurs, les transformateurs, les industriels. Pourquoi ? Concrètement, j'ai claqué la porte de la présidence de l'interprofession. Je n'ai pas claqué la porte de l'interprofession. J'avais un rôle de président, d'animateur de l'interprofession. Et quand le 9 juillet, j'ai voulu mettre la conjoncture laitière sur la table du conseil d'administration de l'interprofession, les transformateurs m'ont dit que ce n'était pas le sujet du conseil d'administration et que l'interprofession n'était pas là pour s'occuper des problèmes de conjoncture, qu'il y avait des organisations de producteurs pour travailler sur le sujet. Donc j'ai considéré qu'effectivement on n'était pas là pour parler du prix du lait, c'est ce que j'ai jamais voulu faire. Je voulais parler de la conjoncture et comment ensemble on arrivait à passer ce cap difficile. Donc j'ai estimé que ma légitimité que je tire des producteurs n'était plus respectée. Et donc, en conséquence, j'ai démissionné de la présidence de l'interprofession. C'est un geste qui est fort. Est-ce qu'il y a quelques années, il aurait pu se passer de la même façon ? Je ne saurais vous dire. Je pense qu'il y a une conjoncture difficile que nous avons traversée, que nous avons connue en 2009, que nous avons connue en 2012, nous reconnaissons en 2015. Il y a aussi, chaque personne réagit avec sa personnalité. Mes prédécesseurs qui ont été Jean-Michel Lemétayer ou Henri Brichard auraient peut-être réagi différemment. Mais je crois qu'à un moment donné, il fallait que je dise stop. Parce qu'on ne peut pas continuer à cautionner des fonctionnements qui ne sont pas les nôtres. Enfin, c'est ma vision des choses, notamment dans mes responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui. C'est cette démission qui m'a donné envie de faire cette émission. Alors on va essayer d'expliquer déjà, Jean-Marie Serroni, à votre avis, est-ce que cette crise de cet été, est-ce qu'elle est différente des autres ? Est-ce qu'elle est différente dans ses fondamentaux, oui. Puisque en 2008, c'était un problème de consommation lié à la crise financière. Là, on a une dimension politique liée à l'embargo russe, mais qui pèse comme pas tant que ça. Et puis la situation en Chine. Par contre, ce qui est très différent, c'est le mode d'expression de la crise. D'abord, en matière laitière, il est porté par le syndicat majoritaire, alors que dans l'épisode précédent, ça avait été une forte expression d'un courant différent. Donc l'appli, enfin qu'on ne sait pas trop classer puisqu'il est plutôt multifacette. Et puis il y a eu un mode d'expression qui a été au niveau de... enfin les termes employés ont été très différents, notamment les termes de détresse, les termes au niveau des JA, votre champ, là, j'ai oublié les mots, mais d'exprimer la détresse, c'est-à-dire un langage tout sauf économique. Dominique Barrault, c'est vrai que les OPA, elles sont là pour donner une vision. On a l'impression qu'on est un peu au bout de cette vision et qu'on n'a pas forcément une vision de l'agriculture pour les années futures. Oui, je crois que la particularité de cette crise agricole, c'est qu'elle se situe à un moment où le politique n'a abandonné tous les systèmes de régulation. Pendant le même temps où il mettait l'agriculture européenne sur le marché mondial. Et donc, ce qu'on avait l'habitude d'entendre de la part des politiques, il faudra le faire aujourd'hui par les professionnels. Gambetta a créé le ministère de l'Agriculture en disant, pour sécuriser l'alimentation du peuple, il faut parler avec les gens en sabot. Tanguy Prigent a dit, pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la France et de l'Europe, il faudra le faire avec les paysans.
Et là, nous, responsables agricoles, les agriculteurs, ne retrouvent plus cette volonté du côté des politiques. Donc, il faut que la profession, et nous en débattons tous les jours depuis cet été, passe de l'organisation de la production à l'organisation économique. Voilà le challenge que nous avons à relever. Alors, c'est intéressant, mais c'est un peu paradoxal. À la fois, vous dites, la vérité, la solution est en nous, quelque part, il ne faut plus faire confiance aux politiques, et à la fois, vous allez chercher 3 milliards auprès du gouvernement. Oui, parce que, paradoxalement, pendant la même période, les agriculteurs continuent à investir pour préparer l'avenir. Je pense aux producteurs laitiers en particulier, qui, prévoyant la fin des quotas, avaient préparé le lendemain. Donc, les 3 milliards, c'est pour passer le moment difficile. Et le grand changement, c'est que c'est à nous à faire des propositions structurelles pour demain matin, pour que le politique, pour tenter de faire en sorte que le politique adopte nos propositions, ou en tout cas enfourche le cheval. Et on a assez confiance à ça parce que, d'une part, beaucoup de jeunes s'installent, beaucoup d'agriculteurs investissent, donc ils ont foi à leur métier, mais ils ne trouvent pas les bons interlocuteurs, donc ce sera encore l'organisation agricole. Thomas Dimmer, c'est une vision que vous partagez ? Oui, je pense qu'il faut déjà définir une vision et la partager un maximum. Chez Jeunes Agriculteurs, on fait cet exercice tous les ans, on fait des rapports d'orientation, voilà, on met des sujets sur la table. Cette année, on a fait un rapport d'orientation sur le foncier pour, voilà, sans tabou, se poser la question du statut du fermage, de nos outils, les affaires, etc. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on les fait évoluer. Et tous les ans, et cette année, on fera ce travail-là sur les filières. Mais je crois que l'exercice, il doit aller au-delà de le faire dans nos propres structures, c'est aussi le partager entre toutes les organisations qui font la profession agricole. Et je crois que c'est un challenge au niveau national, qu'on sache voilà, mieux dialoguer entre le monde économique, le monde syndical, le monde bancaire, etc. Mais je crois que le challenge, notamment cette année, notamment en 2016, il se situe aussi au niveau des régions, puisqu'il y a des élections, il y a une réforme territoriale. Et je crois qu'à ces différents moments, il faudra que la profession agricole soit particulièrement bien organisée, parce qu'on sait que beaucoup de politiques agricoles se font maintenant au niveau des régions, l'argent est au niveau des régions, et donc nous, agriculteurs, il faut qu'on sache maintenant s'exprimer aussi régionalement, mais au nom de la profession. Et je crois qu'il y a aussi un outil qui nous semble particulièrement opportun pour mettre encore un petit peu plus de lien entre nos différentes composantes, c'est aussi en termes de formation. On est capable de se former chacun dans notre domaine de compétences, mais nous, ce qu'on prône aussi, c'est cultiver les formations entre les différentes structures, entre les responsables de coopération, les responsables syndicaux, les responsables mutualistes, et aussi cultiver ce relationnel dès le plus jeune âge, quelque part, quoi. Et que quand on se connaît jeune, on cultive cette relation tout au long de notre carrière professionnelle. Mais vous allez être la première génération, on va dire, de jeunes agriculteurs à avoir à faire face le fait qu'un agriculteur peut dire « Vous m'achetez ma production de porc, par exemple, à 1,40 le kilo ». En revanche, comme c'est le cas à la Cooperl, ce que souhaitait la Cooperl, de dire pour d'autres agriculteurs, ça peut être 1,10. C'est aussi une remise en cause du modèle coopératif. Oui, quelque part, on remet en cause parce qu'on a besoin d'évoluer, voilà, qu'aujourd'hui la conjoncture nous oblige à évoluer par rapport à la conjoncture, mais je crois que fondamentalement le modèle coopératif, il reste d'actualité et on y est attaché, notamment nous, jeunes agriculteurs, on l'a déjà réaffirmé. Alors aujourd'hui, qu'on ait besoin d'évoluer, c'est un fait, mais encore une fois, je pense que c'est aussi parce que nos responsables de coopératives et nos responsables syndicaux, entre autres, se parlent peut-être pas assez, ou voilà, il faut peut-être cultiver un petit peu plus de transparence entre ces différents outils. Jean-Marie Soroni, vous n'étiez pas d'accord ? Sur la question du modèle coopératif, la base de la coopération, c'est effectivement le même prix pour tous, mais on n'a jamais dit le même prix pour tous entre les coopératives. Donc le fait qu'une entreprise valorise mieux qu'une autre à un moment donné, dans le lait, c'est une évidence. Celle qui était sur les marchés internationaux l'an dernier valorisait mieux que celle qui était sur les marchés intérieurs, et aujourd'hui c'est différent. Donc que d'une entreprise à l'autre, le prix ne soit pas valorisé de la même manière. On a bien vu les dégâts que ça provoque en production porcine, de fixer un prix politique déconnecté totalement des réalités de marché. Donc on est bien sur un principe coopératif, prolongement de l'exploitation agricole, même prix pour tous, mais au sein de l'organisation et vente en confiance. Pour décrypter effectivement le prix du marché du porc breton, en fait,
qui est un prix qui est politique, donc déconnecté de la réalité. Pas le marché du port breton, mais le fait d'avoir le décidé gouvernement. un prix de retrait à Voilà. 40. Enfin, un prix de retrait. C'est même pas un prix de d'achat. retrait. C'est un objectif avec obligation de prendre la camelote. Thierry Roquefeuille, vous n'étiez pas d'accord non plus? Non, mais moi je crois que ce qui est important pour nous aujourd'hui en tant qu'éleveurs et l'ensemble de l'élevage français, c'est nous défendons une diversité d'élevage sur l'ensemble du territoire. Et ça, si nous, au niveau de la profession, nous portons cette diversité d'élevage sur l'ensemble des territoires français, ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir ici ou là certaines entreprises qui, à un moment donné, face à certains marchés, aient des difficultés. Donc tout ça peut être accompagné. Au niveau de la profession, nous pouvons l'organiser, mais à une condition, c'est que à la fois le consommateur, mais aussi les politiques, défendent cette politique française qui n'est pas aujourd'hui avec les mêmes conditions de charge, avec les mêmes conditions de production que certains autres pays au niveau européen. Et c'est là où aujourd'hui, nous avons besoin d'une validation de cette ligne politique au niveau de l'agriculture française. Et derrière, des décisions fiscales, sociales, qui nous permettront de garder l'élevage sur l'ensemble du territoire. Sinon, effectivement, nous allons aller dans un schéma qui ressemblera au Danemark, qui ressemblera aux Pays-Bas ou à l'Irlande. Bon, mais ok, mais à condition, à ce moment-là, les politiques doivent assumer aussi ces décisions qui feront que demain, nous ne serons plus compétitifs au niveau de l'élevage français. Allez-y, Dominique Oui, Barrault. autrement dit, c'est la fin du prix unique. Il faut oser le dire. C'est la fin du prix unique, sinon c'est la concentration de la production sur un petit espace national, un petit espace européen, et puis c'est le désert à côté. C'est pas ça la richesse de la France en termes de production et en termes de culture agricole. Guy Vasseur, vous avez vu cette évolution? Est-ce que concrètement, on est au tournant d'une époque? Oui, je pense que nous sommes à un tournant d'une époque, mais d'abord, je voudrais rappeler les responsabilités dans cette crise. Les organisations syndicales qui sont autour de la table ont alerté, les chambres d'agriculture aussi, ont alerté les pouvoirs publics au moins un an avant. C'est important pour un gouvernement qui puisse être alerté de risques. Le gouvernement n'en a pas tenu compte, le ministère de l'Agriculture en particulier. Donc remettons les responsabilités là où elles sont. Deuxième point, vis-à-vis de ce qui s'est passé au niveau européen depuis des années, tous les outils de dérégulation, dit autrement, les outils qui permettaient à l'Europe de corriger les variations du marché international, comme le font les Américains. Ces outils ont disparu. Donc c'est mon deuxième point. Et cela, c'est aussi de la responsabilité des pouvoirs publics français, quels qu'ils soient. Troisième point, alors, il ne faut pas faire le procès de la coopération. Et il n'y a pas de prix unique. Et ce n'est pas nouveau. Et il y a eu un prix unique à un moment donné, quand les prix étaient effectivement fixés par Bruxelles. On n'est plus dans cette démarche. Jetons pas la coopération comme ça d'un revers de main. Non. La coopération, c'est d'abord des femmes et des hommes. Mais revenons aux fondamentaux de la coopération. Et les fondamentaux de la coopération, c'était de faire en sorte que les coopérateurs dégagent du revenu, que les coopérateurs puissent vivre, puissent investir et aussi développer la coopérative. Et je crois que ce qui manque peut-être un peu, quel que soit le niveau de la coopération, aujourd'hui les coopératives ont un niveau donc, de développement important. Elles sont à l'international, les coopératives. Eh bien, ça nécessite de renforcer les liens avec les producteurs, les mêmes producteurs de la coopérative, mais aussi avec les organisations syndicales, FNSEA et JA, qui ont une vision aussi à la fois du terrain et de l'international. Et je crois que c'est le lien qu'il nous faut effectivement renforcer. Est-ce qu'il y a une vision? Qui a cette vision de l'avenir? Jean-Marie Soronier, est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'agroéconomiste, une personne qui est capable de dire, voilà, on va aller vers telle évolution? Je crois que des visions de l'avenir, j'espère qu'il y en a déjà 5 autour de la table, j'imagine, et il y en a des centaines. Le problème, justement, c'est de dégager une vision commune. L'Irlande a une stratégie, un plan stratégique national. C'est de dégager une vision commune en étant bien clair sur le rôle de l'État ou le rôle du politique. C'est un peu plus que l'État, il y a aussi les régions, le rôle du politique et le rôle des acteurs économiques. Je crois qu'il ne faut pas demander aux politiques plus que quel est son rôle, et notamment dans l'économie, le prix, ce n'est pas la question du politique aujourd'hui.
et de dégager une vision commune. Moi, je pense qu'il y a opportunité, il y a nécessité et opportunité aujourd'hui de travailler sur une vision commune, engageant l'ensemble des parties prenantes. Donc, la profession agricole dans sa diversité, le secteur amont et aval, et les autres parties prenantes que sont les clients, donc les consommateurs, qui sont aussi des citoyens, qui pour certains sont des environnementalistes. Donc, une vision commune, partagée. Tout le monde ne sera pas d'accord, ce n'est pas un consensus, mais qui est une ligne et qui finalement, au final, soit acceptée. Et à mon avis, sur 2 questions, je crois, c'est la question en gros des perspectives des filières, notamment la dimension de l'export, pas de l'export, les circuits courts, enfin, la complémentarité de tout ça, assembler les différentes pièces du puzzle. Et un deuxième débat qui me paraît aussi essentiel, c'est qu'est-ce qu'on entend demain par exploitation familiale en France. Et ça fait référence à la question de la taille, à la question du statut du fermage, enfin des capitaux extérieurs, et qu'on ne doit pas balayer, me semble-t-il, d'un seul revers de main en disant c'est pas l'exploitation familiale. Qu'est-ce que c'est qu'on entend sur l'exploitation familiale demain? Je crois qu'à peu près tout le monde souhaite une exploitation familiale, mais personne n'a la même vision. Donc on détermine, qu'on se mette d'accord sur le périmètre de l'exploitation agricole familiale, ce qui permettra de sortir de débats stériles et d'invectives que les uns et les autres s'envoient. Et c'est d'ailleurs le problème de la FNSEA d'avoir une vision commune au sein de vos adhérents. Chacun voit midi à sa porte. Quand ils sont venus à la manif du 3, c'était pour chercher des prix. Vous avez proposé plutôt des stratégies. On a vu que ça passait pas toujours bien. Donc c'est vrai qu'il va y avoir du boulot de communication en interne. Il doit y avoir d'abord du travail de réflexion. Et pour ne pas tomber dans le politiquement correct ou dans uniquement les incantations, notre stratégie, contrairement à ce qu'on a pu entendre d'ailleurs sur certains médias, de cet été et depuis un an, a une certaine logique. Je vais prendre, parce que plusieurs sujets seront à débattre, je vais prendre un sujet sur lequel nous allons travailler. C'est la traçabilité des produits et la notion de contrat pour les producteurs. Et là aussi, effectivement, entre producteurs, entre régions, entre systèmes, on n'est pas tous d'accord. Mais autour de la traçabilité, le manger français, nous souhaitons que l'Europe autorise chaque État à pouvoir faire en sorte que quand on met le drapeau français, on puisse bien s'assurer, notamment dans les plats transformés, que tous les ingrédients sont bien français. Deuxièmement, pour produire cette matière première française, nous souhaitons voir évoluer la notion de contractualisation en la poussant, pourquoi pas, à une notion tripartite pour que, à chaque moment dans la chaîne alimentaire, la production, la transformation et la distribution puissent bien avoir l'occasion de tenir compte des problématiques des autres. Voilà un sujet qui ne fait pas consensus au départ, mais que nous allons travailler dans les 3 mois qui viennent pour pouvoir faire des propositions avec la FNEPL, avec les producteurs de viande bovine, avec, je l'espère, les producteurs de viande porcine. C'est un peu plus compliqué dans ce domaine-là. Mais voilà un exemple particulier qui nous paraît un axe essentiel sur lequel on n'a pas forcément besoin de légiférer beaucoup, mais on a besoin de converger entre différents acteurs professionnels. Guy Vasseur. Oui, non, mais je partage totalement ce point de vue. Il est important que les producteurs que nous sommes, nous soyons en lien plus étroit avec les transformateurs, avec ceux qui mettent en marché. Néanmoins, n'oublions pas un point important qui est franco-français. Tout ce qui est en amont, les normes, les charges franco-françaises, on a des charges franco-françaises, on applique des directives européennes, on les surtranspose. Ça aussi, c'est un problème de compétitivité. Moi, je n'écarte pas, bien sûr, je suis d'accord avec les liens qu'il faut renforcer vis-à-vis de l'aval de notre production. N'oublions pas ce qui plombe la compétitivité de l'agriculture française. Et là-dessus, par rapport à vos téléspectateurs, l'agriculture française est dans la même situation que l'industrie a été à un moment donné. Donc ce sont les emplois, les agriculteurs, la ruralité, les territoires qui sont en jeu. Et c'est ça qu'il faut retrouver
Donc d'abord la compétitivité. Vous avez raison, les normes, la simplification, mais ça fait des années qu'on en parle. Les politiques, ils viennent là. Stéphane Le Foll est venu, ou il vient cet après-midi. Et au final, il n'a rien soulevé. Enfin, il n'a pas allégé la charge normative, concrètement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de parler dans le vide, un petit peu? Et juste après. Alors, pardon, allez-y, Alors, Dominique. juste, effectivement, quand un ministre s'est fait le chantre de l'agroécologie, il a oublié qu'à côté de l'agroécologie, que nous ne contestons pas, il y avait de l'économie, il y avait des conditions de production, il y avait un milieu européen dans lequel nous sommes obligés, nous sommes confrontés tous les jours. Donc, effectivement, tout ce côté compétitivité, c'est la base de la base. Jean-Marie Serroni. Juste deux idées. Avoir des normes et des réglementations intelligentes, bien évidemment. N'oublions pas qu'une partie de ces normes et de ces réglementations concerne l'environnement, qui est une donnée d'un ordre supérieur et qui est une partie intégrante des agriculteurs qui sont les premiers producteurs de l'environnement. Mais donc il y a un minimum de normes, alors elles doivent être appliquées de manière intelligente. Et deuxièmement, dans les normes, il y a aussi des normes qui sont gérées par la profession et qui sont demandées par la profession. Je pense notamment à tout ce qui réglemente la taille, d'une façon ou d'une autre. Et ça, ce sont des normes professionnelles. Thomas Dimmer, on va vous donner la conclusion, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Concrètement, c'est vous qui allez prendre les manettes, là, aujourd'hui, de cette agriculture. Est-ce qu'il faut revoir le schéma des organisations professionnelles agricoles au sens large? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à payer pour toutes ces organisations? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie plutôt de focaliser sur certains types de services qui sont apportés? Quelle est votre vision là-dessus? Moi, je crois que cette crise, elle a aussi de ça d'important que c'est un révélateur sur le fait qu'il faut être organisé. C'est la base de tout. C'est que demain, si on veut trouver les bonnes solutions pour justement redonner des perspectives aux jeunes qui souhaitent s'installer, il faut qu'on soit organisé dans nos filières, organisé sur nos territoires. Et c'est bien cette vision-là qu'on défend. Alors après, il faut se créer les conditions pour que ces organisations travaillent bien entre elles, qu'on ait des projets, qu'on ait une vision commune. Et je crois que les agriculteurs, et ils le prouvent tous les jours sur leurs exploitations, ils ont de beau sens. Ils savent que l'intérêt collectif, c'est pas la somme des intérêts individuels, ça va au-delà. On l'a prouvé de par les générations, de par le travail de nos parents, que on sait se mettre au service de nos concitoyens, de nos territoires, et ça on souhaite pouvoir le continuer, mais demain on attend aussi qu'on nous en donne les moyens, et là on en appelle aussi à nos pouvoirs publics. Aujourd'hui, vu la crise qu'on traverse, il faut aussi qu'ils assument leur part de responsabilité, mais nous on assumera notre part de responsabilité. C'est certainement vous qui aurez la solution au final, et certainement en vous. Voilà, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.